Salut à tous les amis, j'espère que ça va pour vous. On termine ce beau marathon Ligue des Champions avec des matchs du jeudi soir. Ce sera la seule fois qu'on aura ça cette saison, parce qu'après on aura, vous savez, l'alternance avec évidemment l'Europa League et la Conference League. Mais du coup, ça nous a permis d'avoir trois soirées bien condensées. En même temps, peut-être un peu moins de matchs, donc peut-être l'occasion de regarder un peu plus de choses, de moins s'éparpiller. Et même si peut-être la soirée a été moins exceptionnelle que certains scénarios comme le Liverpool-Atlético ou le Juve Dortmund, il y a bien sûr des choses à dire. On se retrouve évidemment pour parler de cette victoire du Barça à Newcastle. Je ne sais pas si on est en 2020 lors du restart en Angleterre post-Covid, mais sincèrement, la performance qu'a envoyé Marcus Rashford, chapeau à lui, surtout le but, la deuxième frappe, moi je la trouve assez saisissante, la puissance, la trajectoire, l'angle, la manière dont il s'écarte sur le côté, et tu dis qu'il faut vraiment avoir un pied droit de folie pour que ça ne parte pas en tribune, et vraiment la lucarne elle est soyeuse. Va falloir qu'on évoque bien sûr le cas de l'AS Monaco qui s'est effondré à Bruges. Bien sûr qu'ils ont fait un mauvais match, mais dans l'autre sens, on va aussi parler de Bruges qui a fait un très bon match. C'est comme toujours, hein, c'est pas parce qu'on va dire que Monaco a été mauvais qu'on va pas évoquer le cas de Bruges. Vous le savez, ici, on essaie de parler le plus possible de certaines équipes, de mettre en avant ce championnat belge qui bosse bien. Entre la victoire de l'Union Saint-Gilloise mardi et ce que nous a proposé Bruges là, c'est vrai que ça bosse bien en Jupiler League. Ça bosse très très bien, donc je pense qu'on était... ici, je pense que personne ne prenait Bruges à la légère. Tout le monde savait que c'était une équipe qui sortait quand même d'un huitième de finale de LDC, qu'ils avaient éliminé l'Atalanta de Gasperini. Donc c'est pas du tout des rigolos, même s'ils ont perdu du monde cet été, comme Talbi, comme Jachari, de Kuiper. Ça reste une sacrée équipe. Et franchement, le match qu'ils ont pu faire, c'est assez remarquable. Et dans l'autre sens, Monaco, un effondrement total. Va falloir se poser des questions. C'est que le premier match, il en reste 7. Mais quand tu vois l'état de l'équipe, après un mercato qui n'a pas été non plus dans le sens des arrivées colossales, bien sûr, je le sais, quand j'ai posté le screen des arrivées de Monaco, c'était pas pour dire, regardez, tout ça. Je sais le contexte, les gars. Je sais qu'à Monaco, c'est un club qui souffre des droits télé, c'est un club qui compte énormément là-dessus. Ils sont pénalisés, mais ils ont quand même bien vendu. Et après, c'est juste aussi un constat en mode ok, donc maintenant, c'est ça la réalité d'un gros club du championnat, d'une équipe historique de la Ligue 1, c'est de faire un mercato au rabais sans avoir suffisamment de joueurs, parce que quand t'as Zakaria qui est blessé, c'est désespérant, quoi. Donc, fort évidemment qu'on mette des mots sur ce qui se passe à Monaco, parce que c'est pas normal. Et ouais, honnêtement, la suite de la saison, bon, en Ligue 1, je pense qu'ils feront le taf, mais en Ligue des Champions, c'est là où on les attend toujours un petit peu. Ça me paraît quand même compliqué. Et on va essayer de trouver forcément des raisons. C'est un mot un peu à chaque fois sévère, mais des coupables, parce qu'il en faut toujours dans ce type de débâcle. Et puis sinon, non, Francfort qui a battu quand même 5-1 Galatasaray en étant mené. Francfort, vous le savez, c'est une équipe ici qu'on apprécie, qu'on a mis dans les équipes à suivre. Et j'attendais de voir en LDC. Moi, je pense sincèrement que Francfort, c'est plus à craindre en Bundesliga, en mode, je les vois bien terminer deuxième derrière le Bayern. Mais en LDC, c'est une équipe qui peut embêter pas mal de monde. Je pense que ce sera léger pour évidemment tout ce qui est la crème de la crème. Mais par contre, c'est une équipe qui peut peut-être prendre la place de certains qui sont à l'envers sur ce début de saison. Type Monaco, type Benfica, pourquoi pas Atlético, on verra pour la suite de la saison. Ensuite, on a City qui a battu Naples. Naples et le retour de Kevin De Bruyne, malheureusement... triste histoire, puisque Di Lorenzo prend rouge et que Conte, qui est vraiment un homme en pierre, sacrifie De Bruyne, le milieu de terrain, qui faisait un bon début de saison et qui le remplace par un défenseur Oliveira. Du coup, c'est vrai que c'était un peu bizarre le retour. En plus, tu as eu un beau tifo, il y avait quelque chose, mais c'est vrai que bon, ça a fait un petit peu pchit. Et à la fin, bon, De Bruyne a été fêter tout ça, mais c'est vrai que j'attendais plus de ce City Naples, et c'est dommage ce carton rouge, parce que City a été largement au-dessus et était déjà en forme. Après voilà, ils ont provoqué le rouge à l'image de la superbe course d'Haaland encore buteur, Doku également qui est vraiment bien sur les 2-3 dernières sorties. J'ai l'impression qu'il a retrouvé des jambes entre la section belge et City, et un Doku qui retrouve confiance, qui est plus efficace. De suite, quand tu connais le potentiel du joueur, ça peut te changer un petit peu la donne pour ce City là. Et puis on a aussi Leverkusen qui s'est fait accrocher par Copenhague, et le Karatal Almaty qui n'a pas pris le premier point de son histoire en LDC, mais qui a marqué son premier but. C'était un déplacement pas simple du côté du Sporting.
le fameux déplacement le plus long de l'histoire du foot européen. Mais on sait que pour le Kairat Almaty, eux, ce sera vraiment les matchs à la maison où ils essaieront de faire des résultats. D'ailleurs, je crois que leur prochaine rencontre, c'est là-bas et c'est contre le Real Madrid. Donc le Real va se taper le fameux déplacement à l'autre bout de la planète. Donc on verra ce que ça donne. Je vois que vous êtes pas mal du tout ce soir. Quelques habituels comme Hugo SSE, comme Mugirawan, Soso Chat, la modératrice. Je vois qu'il y a des petits nouveaux aussi comme Cyrano, comme Yanis, comme Utanower. Bruges rigole. Bah ouais, Bruges, ils peuvent rigoler. Et Thibaut qui dit salut Scipion, j'ai commencé The Studio grâce à un de tes tweets. Et bah je me régale, merci pour la recommandation. Ouais, c'est vrai que globalement, on a eu, je peux le dire, une année exceptionnelle de séries. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas kiffé autant de séries en termes de quantité et de qualité. Sévrance. The Studio avec Seth Rogen qui prend son premier Emmys et je suis très content pour lui. The Pit que j'ai adoré découvrir. Là je suis en train de terminer Paradise. Vraiment sympa. Je ferai un tweet là-dessus je pense demain, mais Paradise, le début est peut-être un peu lent. En gros c'est une série... comment faire pour ne pas spoiler? C'est difficile parce que bon, c'est une série où t'as... une catastrophe et t'as ce qui reste de l'humanité qui se regroupe quelque part et t'as une intrigue autour du président qui était le président des États-Unis et tout ça quoi. Mais la série elle met un peu de temps à démarrer, par contre à partir du moment où ça s'enclenche tu lâches pas, c'est à dire que ça file tout droit et c'est seulement 8 épisodes. Et White Lotus saison 3 j'ai bien aimé. Je sais pas par rapport à la 1 ou la 2 parce que White Lotus saison 3 j'ai peut-être tendance à dire que ça tourne un tout petit peu en rond par rapport à ce que j'ai déjà connu, mais par contre l'intrigue elle est très très forte avec un acteur que j'adore, Walton Goggins, qui était dans The Shield à l'époque avec Vince McKay, et moi j'adore cet acteur, franchement je trouve qu'il a une vraie gueule. Il est aussi dans les 8 salopards de Quentin Tarantino, et franchement mais sinon White Lotus j'ai quand même bien regardé, j'ai quand même bien apprécié la musique, l'ambiance, les intrigues autour des persos, c'est très très fort quoi à raconter. Mobland, bah, tu vois, en fait je savais qu'il y avait une série parce qu'il y en a beaucoup que j'ai regardé récemment, mais Mobland, si vous aimez Tom Hardy, si vous aimez Guy Ritchie, si vous aimez les gangsters à la britannique, bah vous allez pas être surpris. Par contre c'est du très très bon 7/10, vraiment la série elle se regarde toute seule, elle est très sympa, et Tom Hardy qui fait du Tom Hardy il est très bon dans ce rôle là. Et je parlais juste avant de Paradise qui est, moi je l'ai sur Disney+, et franchement elle est vraiment sympa. Et là pour le coup j'ai vu que sur Netflix, prochain truc que je regarderai après Paradise, ils ont sorti un documentaire sur Charlie Sheen, ou si vous avez regardé dans les années peut-être 2000, début 2010, la fameuse série Mon oncle Charlie que je regardais à la fac, que j'adorais. Et Charlie Sheen c'est un acteur qui en gros c'est tout ce qui peut se faire de bien en termes d'humour, mais tout ce qui est catastrophique en termes de vie décadente, alcool, drogue, enfin vraiment c'est un mec qui a totalement pété un câble, et c'est en gros le documentaire qui raconte en 2 parties sa vie, son parcours, et ça m'intéresse, et j'ai vu qu'il y avait des très bons retours. Donc pour ceux qui ont regardé à l'époque Mon oncle Charlie, ça a l'air assez intéressant. Mais je crois que on n'est pas là pour faire du halluciné ou du débrief série. Oui, l'acteur de Apocalypse Now, bien sûr, aussi. Il a fait d'autres apparitions, Charlie Sheen, mais c'est vrai qu'il est connu vraiment de manière très très célèbre pour cette série. Comme je disais, on n'est pas là seulement pour parler, enfin j'aimerais, je pourrais faire un live juste pour parler de série, c'est tellement passionnant, mais on doit débriefer cette nouvelle journée et surtout dernière session de Ligue des Champions, avec bien sûr beaucoup de choses à dire. D'abord je vous affiche ce classement, et je vous avoue que ce classement il me déplaît pas. Tu prends les 5 premiers, t'as le PSG qui a envoyé un message en tant que champion d'Europe. Sinon, t'as Francfort, t'as le Club Bruges, t'as le Sporting, t'as l'USG. On n'est pas bien là dans ce top un petit peu... certains vont dire top Europa League, et non, c'est la Ligue des Champions, c'est la Coupe aux grandes oreilles. Alors bien sûr, c'est que la première journée, mais ça fait bien plaisir de voir ces différentes équipes à ce niveau-là. Et franchement, bien, la Belgique, c'est très très cool. On va en reparler évidemment à l'occasion du match de Monaco. Juste quand je regarde on va dire les équipes qui sont hors de la zone de qualification, t'as quand même du beau monde. Alors évidemment tout n'ira pas, mais t'as Newcastle, t'as Marseille, t'as Villarreal, t'as Chelsea,
T'as le PSV, t'as Naples, t'as l'Ajax, t'as Bilbao, t'as le Cagliari, t'as Monaco, t'as Galatasaray, t'as l'Atalanta. Faudra voir. Hein. Et alors bien sûr, peut-être tu te dis, bon, t'as pas faux, Olympiakos, Slavia Prague, Copenhague, Bodo Glimt, et peut-être des équipes belges ou Karabakh, tu peux aller chercher. Mais je sens que on peut peut-être avoir des équipes que tu as annoncées potentiellement outsiders, des équipes du chapeau 2 par exemple, qui peuvent passer à la trappe. Peut-être que le niveau sera un peu plus dense cette saison en Ligue des Champions, notamment par rapport aux petits. On s'en souvient que l'an dernier, on a vu beaucoup d'équipes à 0, enfin pas à 0, mais des équipes à 2-3 points, type Slovan Bratislava, tout ça, des équipes qui étaient passées à côté. Donc franchement, on va voir ce que ça donne pour ces différents contextes et clubs. Le premier match à débriefer vient juste de se terminer, c'était un petit peu le choc, et surtout le match qui m'intriguait le plus. Alors, est-ce que je suis content de ce que j'ai vu de ce Newcastle-Barça ? Oui et non. J'en attendais encore plus de Newcastle qui, dans l'intensité, quand ils le veulent, à St. James Park, ils sont possédés. Enfin, il y a quelque chose. C'est comme s'ils jouaient à 12-13. Enfin, vraiment, quand ils accélèrent, quand ils veulent te mettre le boxon. Mais j'ai vu un Newcastle fatigué aussi, qui est à partir, justement, au moment où le Barça a mis un peu plus le pied sur le ballon, retour de seconde période. Même à la fin de la première période, déjà, je sentais que le Barça était un peu plus serein. Ils ont remis un petit coup d'accélérateur sur le but de Gordon, quelques entrants, tu vois. Mais finalement, pour moi, la limite de ce Newcastle-là ce soir, parce que sinon, tu vois, je trouve que Elanga fait un très bon match. Barnes, j'ai bien aimé. Gordon, un peu plus déçu. Je trouve qu'à part son but, ça a été assez discret. Pourtant, ceux qui suivent l'APL, c'est un joueur qui est capable d'élever son niveau dans ce type de rendez-vous. Guimarães, au milieu de terrain, c'est toujours aussi bon. Mais pour moi, ce Newcastle a besoin d'un pur neuf. Je m'explique, c'est bien d'avoir ces profils un peu différents, des ailiers qui courent partout, qui vont te semer la zizanie dans une défense. Mais je trouve qu'avoir quand même peut-être un point d'ancrage type Voltemat, bah exactement, Cyrano, tu penses comme moi, je pense qu'un Voltemat dans le 11 de départ aurait été plus prolifique. Je pense que Voltemat pour peut-être occuper Kobarcia Rojo, parce que déjà c'est un joueur qui peut le faire de par sa taille, parce qu'il fait 1m95, puis techniquement à Stuttgart c'était quand même pas dégueu. Je pense que à partir du moment où Voltemat sera un peu plus intégré, ce Newcastle-là tournera bien, en espérant que ça puisse être le cas, parce qu'évidemment, Voltemat, il a une trajectoire plus qu'express. Enfin, voilà, il a été recruté libre au Werder Brême il y a 1 an et 2 mois, et là, il se retrouve dans un gros transfert à 95 millions d'euros et en LDC, donc c'est pas rien. Un statut, puis il passait derrière Isaac aussi, hein, parce que Isaac a quand même marqué de son empreinte son passage à Newcastle, mais c'est quand même une équipe qui est très généreuse, mais qui physiquement, et ça c'est peut-être un atout je trouve pour le Barça, parce que le match du Barça n'a pas été incroyable, on a vu déjà de bien meilleurs standards pour cette équipe, ça permet peut-être de répéter à certains que oui, Lamine Yamal est un joueur spécial et qu'il y a quand même un Barça sans lui, même s'ils sont capables, à l'image du match contre Valence, de battre une équipe de Liga en déroulant, mais pour ce type de rendez-vous en Ligue des Champions, il y a quand même besoin de la magie de ce gamin-là, en espérant qu'il puisse se rétablir de sa pubalgie. Mais sinon, t'as quand même, quand je te dis, l'aspect physique, Newcastle, il te rentre dedans. Enfin, vraiment, il manque un tout petit peu d'efficacité, de lucidité pendant les 30-35 premières minutes. Et une fois que t'as passé la tempête, et une fois que derrière le Barça, c'est un peu plus calmé, je trouve qu'ils ont fait un match vraiment intéressant dans la gestion. Il y a évidemment Rashford qui s'illustre. Alors oui, c'est vrai que si on met à part son doublé, c'est pas dingue. Après la première période, je m'étais dit si Rashford sort, avec Firmine, je croyais que c'était les 2 joueurs les plus discrets sur le front de l'attaque. Ça m'aurait pas étonné. Mais voilà, Andy Flick a eu raison de le maintenir sur le terrain. Parce qu'il y a évidemment ce très bon centre de Koundé, pied gauche en plus, pour trouver sa tête. Et la tête, elle est bien croisée, franchement, elle trompe Nick Pope, qui a pourtant une belle détente. Et puis après, t'as ce deuxième but qui est juste dingue. Qui est juste dingue avec cette frappe. Je dis pas qu'elle vient de nulle part, mais quasiment. Enfin, moi, ce que j'apprécie dans cette frappe, c'est au-delà de la trajectoire, c'est le fait que Rashford se décale vraiment limite extérieure, qui va presque dans l'angle de la surface. Et là, paf, il te déclenche un truc qui va tout droit dans la lucarne opposée, Nick Pope. Et vraiment, même si Nick Pope, encore une fois, c'est un grand gardien, il a une belle détente, là, sur ce genre de frappe qui part très très vite, à moins de pouvoir anticiper côté extérieur. Enfin, faut pouvoir y croire. Et là, franchement, le but de Rashford, c'est un joueur qui, je pense, après ce but-là, il a retrouvé un petit peu de confiance. Et ça fait plaisir pour lui. Alors évidemment, on verra la suite de son aventure au Barça. Moi je sais que certains, je dis pas qu'ils étaient dubitatifs, mais c'est vrai que
quand t'es le Barça et que tu prends un joueur offensif, peut-être tu veux avoir un mec avec un peu plus de garantie qu'un Rashford qui s'est relancé à Aston Villa, mais qui est pas forcément sur la meilleure pente de sa carrière. Mais je trouve que c'est un profil qui reste quand même pas mal en attaquant de complément, surtout dans une équipe comme celle d'Hansi Flick qui tourne très bien, et un Rashford qui retrouve de la confiance. C'est pas le Rashford voilà, qui était laissé au placard par Amorim à Manchester United, ou un Rashford qui a voilà, fait des fois des saisons un peu décevantes, mais c'est vrai que c'est un joueur, que ce soit son démarrage, que ce soit l'année Covid, que ce soit la saison 2022-2023, quand il a été en pleine possession de ses moyens, c'est un très bon attaquant de championnat et européen, et franchement... c'est bien pour le coup que ce soit sa soirée à lui, même si tu vois dans ce match il y a des joueurs que j'ai grandement appréciés. Joan Garcia, les gars, Joan Garcia, ça peut se jouer sur ce genre de détails pour une équipe comme le Barça, mais avoir un gardien fiable. Alors bien sûr on verra sur les autres affrontements, ça tombe bien, dans 2 semaines qu'est-ce qui arrive, alors pas au Camp Nou mais normalement à Montjuic, c'est le Paris Saint-Germain, mais voir peut-être des attaquants un peu plus efficace ou tranchant dans la zone de vérité. Mais Joan Garcia, je comprends le move d'être allé le chercher à l'Espagnol, je comprends pourquoi tout le monde était dithyrambique à son sujet. Moi je trouvais que c'était un bon gardien de Liga, mais bien sûr t'attends de voir parce que la LDC ça reste un révélateur supérieur, et franchement le match qui sort, notamment l'arrêt premier poteau en première période, ouais, c'est du tout bon. Donc pour le coup même le jeu au pied, on sait que c'est un de ses atouts tout simplement, et franchement je trouve qu'il a rassuré beaucoup de monde. Et ouais, Pedri, bien sûr, Pedri, que dire de plus sur lui, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi propre. Encore une fois, là où j'ai apprécié le match de Pedri, au-delà de la qualité de passe, c'est voilà. Moi, je trouve que c'était un beau défi pour le Barça ce soir d'affronter Joelinton, Tonali, Guimarães. Quand ils sont à 100% ces gaillards, notamment Joelinton, qui est voilà, un déménageur qui court partout, qui te bouscule. Je trouve que quand même, on sait que le milieu de terrain du Barça a une qualité technique supérieure, mais physiquement, athlétiquement, à Saint-James-Park, il faut pouvoir tenir le rythme. Et je trouve qu'ils ont été très très bons dans ce domaine-là. Pedri, même De Jong, je vois que tu dis que De Jong n'a pas forcément fait un grand match. Je trouve que c'était quand même un bon match de sa part. Évidemment, quand tu es à côté de Pedri, qui est encore une fois sur une perf éblouissante, tu peux faire entre guillemets tâche, mais je trouve que le match de Jong, dans un registre un peu plus de l'ombre, si l'influence des 3 milieux de Newcastle a été limitée, je pense que que De Jong justement y est pour quelque chose. Moi je trouve que c'est vraiment un joueur qui pour le coup retrouve petit à petit son meilleur niveau sous Hansi Flick avec le Barça. Donc franchement, c'est de bon augure pour la suite. Honnêtement, le Barça peut dire merci à Rashford. Dans le jeu, j'ai trouvé Newcastle supérieur. En fait, je trouve que Newcastle a peut-être donné le sentiment d'être plus dangereux. Mais finalement, voilà, le Barça a été un petit peu dans la machine à laver pendant une demi-heure. Mais une fois que Newcastle n'a pas trouvé la faille, que ça a été un peu plus calme, ça s'est réveillé sur la fin de match, notamment avec le but de Gordon. Mais je trouve quand même que le Barça a plutôt bien géré gérer la tempête. Je peux pas forcément tout calculer parce que oui, tu as conseillé les occasions, oui, tu t'en es remis à Joan Garcia qui a fait les arrêts qu'il faut, mais je trouve que après ça, le Barça dans sa gestion du match a été plutôt intelligent. Et évidemment, quand tu as un Rashford qui, lui pour le coup, prend ses responsabilités, ça peut te faire la différence. La différence. Et non, franchement, on va voir, mais pour le Barça, tu vois, aller gagner à St. James Park, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui le fassent cette saison en Europe. Alors en Première Ligue, on a vu que Liverpool l'avait fait, mais c'est quand même, tu vois, une perf qui peut te donner un petit peu d'élan pour la suite. Alors on va revoir évidemment les matchs du Barça en UEFA Champions League pour cette saison. Le Barça qui du coup reçoit le PSG dans 15 jours. Reçoit l'Olympiakos, va à Bruges. Oh, en vrai, le Bruges-Barça, si on a vu ce qu'on a vu de Bruges, même si évidemment l'adversité sera tout autre, ça peut être pas mal. Le Barça qui va à Chelsea. Ça va nous rappeler des souvenirs, ça c'est le vrai classique européen, Chelsea-Barça. Ensuite, ils vont recevoir Francfort. Ils vont au Slavia et ils vont recevoir Copenhague. Bon, quoi qu'il arrive, on l'avait dit hier, ça sera top 8 tranquille. Mais tu vas quand même avoir 2-3 matchs intéressants pour eux à gérer. Forcément le PSG, le déplacement à Stamford Bridge. Et en vrai, je rajoute Bruges et Francfort parce que quand même, je trouve que ce sont des équipes assez intéressantes. Et il faudra voir comment le Barça va pouvoir gérer ces matchs-là. Mais oui, Francfort, alors bon,
Je pense que cette fois-ci, il n'y aura pas une vente massive des billets parce que pour ceux qui ne savent pas l'histoire, il y a 4 ans en Europa League, le Barça a affronté Francfort et il y a eu un espèce de bug massif à la billetterie où en gros les Allemands avaient pu récupérer énormément de billets. Ils étaient plus de, je sais plus combien ils étaient exactement, mais en tout cas plus de 10 000. Et en gros, Francfort avait donné la leçon au Barça. Et t'avais des supporters catalans qui voulaient sortir du stade et en gros les Allemands ils bloquaient l'accès aux escaliers en mode non non tu continues à regarder ce qu'on est en train de t'infliger. Et ça c'est quand même le plus beau trash talking possible. Ah c'est déjà il y a 4 ans. Après, vous savez quoi, ces genres de matchs c'est bien de revoir les compos pour peut-être mesurer d'où revient le Barça. Parce que c'était du coup hop c'est ça, avril 2022, donc c'était 3 ans plus tôt. Et du coup, ils ont réduit l'écart 2-3 à la fin, mais à 3-0. Du coup, côté Barça, t'avais Ter Stegen, Mingueza, Eric Garcia, Ronald Araujo, Jordi Alba. T'avais un milieu de terrain Gavi, Sergio Busquets, Pedri. Et t'avais une attaque Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres. Alors évidemment, il faut les reprendre dans leur contexte il y a 3 ans. Dembélé, c'était pas celui qui allait devenir un ballon d'or, ou Ferran Torres, c'était pas l'attaquant que je trouve bien meilleur depuis que Flick est arrivé. Et côté Francfort, t'avais Trapocache, t'avais une ligne de 5 avec Nof, Almami Touré, Interreger, Ndika, Kostic qui a mis un doublé, Rode, Jakic au milieu de terrain et Kamada, Lindstrom, Boré. Ils les avaient giflés avec cette équipe. Franchement, c'est fort, hein, parce que t'avais pas non plus une équipe entre guillemets all-time quoi. Franchement, il aurait bien donné la leçon. Et ouais, en remplaçant, t'avais Dest, t'avais Ricky Puig, t'avais Depay. T'avais Amada Traoré, t'avais Braithwaite, t'avais Langlais, t'avais Luc de Jong, t'avais l'autre de Jong, t'avais Nico Gonzalez, t'avais Baldé qui était déjà là. Mais ouais, c'est un autre. C'est une autre époque, comme on dit. C'est une autre époque. Et franchement, le 11 du Barça, tu le prends bon. Encore une fois, c'était des joueurs qui n'avaient peut-être pas atteint leur niveau ou d'autres qui étaient vraiment sur la fin, type Busquets, Alba, voire même du Ter Stegen. Mais franchement, ouais, c'était un beau petit souvenir. Que dire de plus sur ce match? Non, franchement, je pense qu'on a dit à peu près tout. Je répète, hein, mais c'est vrai que ça permet peut-être aux gens de se rendre compte que même si certains vont dire oui, mais regardez, Yamal, vous en faites trop, il a pas beaucoup de buts, il a pas beaucoup de passes D. Oui, mais Yamal, justement, c'est pas que des stats, buts et passes D, c'est d'autres choses dans le jeu. C'est une qualité de passe, c'est des dribbles, c'est de la percussion. C'est aussi, je pense, un joueur qui t'apporte désormais une crainte pour certains adversaires qui se disent oula, maintenant c'est Yamal qui arrive dans mon couloir, c'est quelque chose. Donc c'est bien aussi de la part du Barça de réussir à s'imposer sans être très bon. Je pense que ça c'est la marque des grandes équipes, de pouvoir te proposer ce type de victoire sans être flamboyant. Évidemment on attendait plus de ce match, mais il faut savoir aussi gagner. Je ne vais pas dire en étant moche parce que c'est pas non plus un hold-up ou quoi, mais quand tu vois ce que Rashford t'a infligé, bah, c'est quand même très fort. Mais ouais, un Yamal aurait fait mal ce soir. Bah oui, je pense que Newcastle est une équipe qui sait défendre, mais c'est une équipe aussi qui va toute berzingue en attaque. Quand tu vois les projections des langages, je sais pas s'il y a des capteurs pour mesurer sa vitesse, mais qu'est-ce que ça va vite, hein, c'est dingue. Mais même Barnes et Gordon, hein, ça court dans tous les sens. Mais dans l'autre sens, tu vois, Yamal aurait peut-être pu un peu plus de liberté. Bon, après, si tu lui colles un Joe Linton dans son couloir, Joe Linton, je pense il serait fait un plaisir de l'envoyer balader, quoi. Et le Barça a enfin un gardien. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pas pour être méchant avec Ter Stegen ou ceux qu'on a vus avant, Peña ou Chesney, mais tu sens que Garcia, bah, c'est un investissement pour l'avenir qui était impératif, et quitte à ne prendre aucun autre joueur cet été, quitte à ne pas prendre Rashford, tout ça, autant investir massivement sur un gardien. Et c'est vrai que c'était la priorité absolue, et j'ai l'impression que les dirigeants du Barça, dont Deco, sont pas trompés sur le profil du bonhomme, quoi. Donc ouais, vraiment pas mal cette victoire avec un Rashford. Bah, ça fait plaisir pour lui, hein, parce que c'est vrai que certaines personnes disaient l'entame était mitigée. C'est comme tout transfert pour moi. Moi, je juge pas un transfert au mois d'août ou début septembre. Pour moi, il faut laisser du temps aux joueurs, à ceux qui s'adaptent, à ceux qui déménagent, à ceux qui changent d'environnement. Et là, pour le coup, ce type de match, bah, évidemment, retour en Angleterre, où il a quand même eu quelques faits marquants, ça peut lui permettre de tout simplement démarrer son aventure pleinement avec le Barça, quoi. Ça reste très fébrile la défense du Barça. Oui, c'est sûr que c'est une défense. Voilà, t'as Baldé c'était Gérard Martin qui était titulaire. Ouais, c'est sûr que cette défense, si c'était Inigo, moi je vous avoue qu'Araujo m'a jamais rassuré pleinement. C'est un choix fort
de vraiment miser pleinement sur lui. On verra hein, si à la fin de saison, le bord du Barça, si Flick ont eu raison de miser sur ça. Et c'est sûr que oui, tu vas souffrir, tu vas prendre des buts, et il faudra voir si t'en marques un de plus que l'adversaire. Après oui, c'est vrai que la défense, on les a peut-être vus plus souffrir. C'est pas non plus d'un truc type Inter, tu vois, où là vraiment t'as senti qu'il y avait des failles. Ils ont concédé des occasions, parce que Newcastle est une bonne équipe, à St. James Park encore plus, mais tu sais que désormais derrière t'as un atout qui va pouvoir te sauver un petit peu la mise quand vraiment ce sera péril dans la demeure. Je pense qu'on a tout dit sur ce match. Je pense qu'on peut aller sur le focus du club français. L'OM a perdu, mais c'était quand même intéressant dans le contenu et prometteur pour la suite. Le PSG a déroulé, a assumé son statut de champion d'Europe. On voulait voir ce que l'AS Monaco allait donner après une entame réussie en Ligue 1 d'un point de vue comptable, 9 points sur 12, mais pas forcément dans le jeu flamboyant. T'as Zakaria qui était blessé, et du coup on se disait tiens, qu'est-ce que ça va donner ce Monaco pour cette nouvelle campagne de LDC? Eh bien écoutez, ça a été un flop, ça a été un flop massif, ils n'ont pas su exister, et pourtant, même dans une entame compliquée, ils réussissent à obtenir ce penalty avec Biret qui s'échappe et se fait faucher par Mignolet qui estimait qu'il n'y avait pas penalty, Mignolet qui arrête la tentative d'Akliouche qui est un petit peu à l'image de Barcola, c'est trop suffisant, c'est trop en dilettante. Là, je vais vraiment faire mon puriste. Désolé si ça va faire vieux con, réac ou quoi. Mais les pénaltys, arrêtez les courses d'élan comme ça. Arrêtez de faire semblant, genre vous êtes nonchalant. Envoyez des pralines. Faites des vraies courses d'élan. On n'en peut plus. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance en ce début de saison. Il y a beaucoup de pénaltys qui sont ratés avec justement des courses d'élan comme ça. Il y en a eu une aussi du Sporting de Yulmand face au Karat Almaty. Les gars, allez-y quoi. On veut des pénaltys pleine lucarne, on veut des missiles, on veut des patates, on veut des prédators, on veut des météorites, on veut des comètes, on veut des choses qui détruisent les filets. On n'en peut plus des courses d'élan au ralenti comme ça. Là, il me faut vraiment des cachous. Et là, malheureusement, Barcola hier, c'était pas grave parce que tu menais déjà 2-0 et c'est juste pour lui parce que ça entache sa performance. Là, pour le coup, je pense quand même que Monaco aurait perdu, même si en menant 1-0, peut-être que ça peut changer quelque chose dans l'esprit de Bruges. Et derrière, tu peux forcément avoir des contres intéressants. Mais je trouvais Bruges, quoi qu'il arrive, supérieur. Et le penalty, évidemment, derrière, ça a été un festival. Et franchement, au bout d'une... il y a eu un nombre d'occasions. Il y a eu beaucoup de frappes de loin aussi. Et Philippe Cohn est le meilleur monégasque. C'est le meilleur monégasque, il en prend quand même 4, les gars. Donc ça veut tout dire. Et un non-match absolu de la part de Monaco. Ils avaient la flemme d'être là. Ils n'ont pas su trouver la parade aux incursions de Van Aken. J'en profite pour rendre évidemment un hommage à ce joueur de l'ombre. Numéro 10, 33 ans, 1m95. Un joueur peut-être d'un autre temps. Je pense que Hans Van Aken, dans les années 90-2000, ça aurait pu être une rockstar du foot. Sauf qu'il est arrivé un peu plus tard. Et par contre, son match entre les lignes, il a fait tellement de mal à Monaco. Et je comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu d'individuel sur lui ou de manière de couper, quitte à mettre Bamba en individuel, quitte à faire quelque chose. Parce que vraiment, Hans Van Aken, ça se voyait au bout de 15 minutes qu'il se baladait. Et d'ailleurs, dès sa première passe décisive pour Tresoldi, ça n'a pas pardonné, mais d'ailleurs l'action elle est grave parce que tu es en Ligue des Champions, normalement c'est là où tu dois mettre de la niaque, de l'envie, et Tresoldi, il reçoit une passe d'un Van Aken qui a le temps de contrôler, de regarder et de passer. Tu as deux Monégas qui l'entourent sans faire grand chose, et non franchement je suis content parce que Van Aken, je sais qu'en Belgique il est revenu en liste A avec Rudy Garcia, que c'est un vrai joueur, un petit peu comme je dis de l'ombre, sous-côté. Et là pour le coup ce match, avec une exposition, tu vois, télé française, il y a beaucoup qui regardaient Monaco, et on s'est tous dit, Van Aken c'est un vrai joueur de ballon, et ça fait plaisir pour lui. J'ai adoré aussi Carlos Borges, Carlos Borges Forbes, pour ceux qui le savent, qui a un parcours déjà assez plein, un joueur qui a fait la formation de City, qui était à l'Ajax, qui est arrivé à Bruges cet été. C'est un talent qui n'a pas encore totalement décollé, qui a été formé au Sporting, ça il a fait aussi un prêt à Wolverhampton, mais pour le coup c'est que 21 ans, et Bruges ils sont malins là-dessus. Bruges ils sont malins parce que ils voient le gars qui n'a pas forcément
totalement, tu vois, eu le déclic. Mais ce match, franchement, je trouve que c'était une superbe carte vide. Et à un moment donné, il y a une action côté droit, réussi à éliminer, à passer entre deux monégasques. Je me suis dit, ah ouais, lui, il était vraiment dans sa meilleure forme possible. Onyedika c'est fort aussi, hein, franchement il y a beaucoup de louanges à faire sur Bruges parce que tous ils ont fait un match de patron. Ordonez, bon bah désolé il n'y a pas eu le ding dong caliente, le transfert pour l'OM, il est resté à Bruges, il a prolongé là-bas, mais finalement bah, tu te rends compte que lui aussi le jour où il partira, qu'il atterrira dans un club du top 5 européen, bah, ça va être colossal et qu'encore une fois l'Équateur ça forme tellement de bons défenseurs, enfin c'est vraiment bluffant de chez bluffant. Euh, mais tu vois, ce qui est bien, c'est que moi, l'individualité qui m'intéressait le plus côté Bruges, c'était de Solis, le grec, parce que je me dis que dans leur développement, c'est lui qui sera peut-être la prochaine grosse pépite à partir. Et Solis, il a fait un bon match, mais il a été éclipsé par d'autres qui ont été encore bien meilleurs. Et du coup, je trouve ça bien pour Bruges, qui a quand même perdu des joueurs importants cet été. Hein. On rappelle que Bruges, ils ont quand même, tu vois, vendu du beau petit monde. Hein. Il y a Jachari, il y a De Kuyper, il y a Talbi, il y a également... ouais, je crois qu'il y en a d'autres. Hein. Jachari, Kuiper, Talbi, Jutla, Skoras. Donc, tu vois, ils ont quand même, tu vois, 2-3 noms, mais tu vois, ils ont encore bien travaillé sur le Mercato. Quoi. Stankovic, 19 ans à l'Inter. Diacon, qu'on a connu un peu à Reims, qui marque en Ligue des Champions. Tu vois, relégué en Ligue 2 et 3 mois après, tu marques en LDC. C'est beau la vie. Nico Tresoldi, qui vont chercher à Hanovre en D2 allemande, Carlos Forbes qui vont relancer à Ajax, Ludovic Reis à Hambourg, et après ils ont tous les jeunes qui débarquent évidemment de leur fameuse équipe next-gen, et c'est vrai que cette équipe de Bruges, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en championnat, et certains disent il y a un Bruges version championnat et un Bruges version LDC. Bruges, après 6 matchs, alors c'est que 6 matchs, et 6ème au classement, à 7 points de retard sur l'USG. Bah, l'USG, pour le coup, très très beau début de saison, avec 2 défaites, un nul en 6 matchs. Par contre, Bruges en LDC, et ils ont battu Salzbourg en tour préliminaire, avec voilà, 3-2 et 1-0. Et surtout, ils en ont mis 9-1 en cumulé aux Rangers, dont un 6-0 en match voilà, avec des buts de Tresoldi, Van Aken, Seyss un doublé, Stankovic, Choice. Donc voilà, t'imagines il y avait 6-0 à la 50e. Putain, c'est vraiment des faux furieux. Il y a des équipes comme ça qui se subliment quand elles entendent la musique de la LDC. J'ai l'impression que Bruges c'est le cas. Donc vraiment pour le coup ça travaille très très bien. Et je sais, certains vont dire tu fais le puriste, t'en fais trop avec ces équipes hors top 5. Mais écoutez, on est content quand même de pouvoir mettre en lumière des clubs comme ça qui bossent bien, qui s'invitent dans le gratin européen. Et même si ça tombe contre nos équipes de Ligue des Talents, bah faut juste reconnaître qu'en Belgique, oui, c'est un très bon championnat. Tu as des équipes qui sortent du lot et qui sont capables de poser des soucis en Europe. Et pour le coup, il y a des confrontations qui vont arriver pour l'OM face à l'USG, face à Bruges. Et on a envie de voir ce que ça donne parce que je pense que Marseille aura évidemment une meilleure profondeur de banc et sera peut-être plus préparé que Monaco. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu de vraies belles qualités pour ces équipes-là. La plupart des joueurs viennent à Bruges pour se montrer en LDC et repartir ailleurs, c'est vrai. Mais il faut quand même pouvoir te qualifier en LDC justement pour y revenir chaque année. Donc faut pas trop le perdre de vue. J'ai l'impression qu'ils mettent quand même un coup d'accélérateur, quoi. Le championnat belge, de par le format, permet à Bruges de se concentrer sur LDC. L'objectif pour le club est de finir top 3 avant les playoffs et après toutes les cartes sont redistribuées. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Et ça permet peut-être d'avoir un état d'esprit plus serein. Si jamais tu vois tu perds 2-3 matchs en championnat, te dire oh là là c'est foutu pour LDC. Non, c'est vrai qu'avec les playoffs ça peut être quand même bien réécrit. Et d'ailleurs je crois que je vous l'avais déjà dit comme anecdote, mais j'avais assisté à une conférence en mars dernier du Club Bruges à Madrid, et le Club Bruges expliquait qu'en fait ils ont un plan établi, détaillé de toutes leurs équipes des A à la next-gen, au U19, au U17, et en gros, ils savent à peu près dans combien de temps les grosses pépites des U17, des U19, après évidemment, les équipes de jeunes, c'est jamais une science exacte, mais en gros, ils identifient chaque année les joueurs qui sont capables de passer à l'étape supérieure et de pouvoir remplacer les De Kuyper, les Jachari, les Talbi, tout ça, d'ici 4-5 ans, se dire tiens, en U17, U19, j'ai des talents qui pourront alimenter, et vraiment, le modèle économique marche. Bruges vend très très bien chaque année, mais Bruges, c'est les remplacer avec du mercato et surtout cette équipe next-gen. Donc c'était super intéressant à écouter, et c'est un modèle
Alors, on n'a pas. Je ne dis pas qu'on n'a pas à rougir en France parce qu'on a quand même des très bons clubs formateurs, mais c'est vrai que leur modèle il fonctionne bien. Et pour le coup, je trouve que vraiment l'idée d'identifier très très bien TU17, TU19, TU21 et ton équipe A et d'avoir beaucoup finalement de liens entre ces différentes équipes, les différents staffs, ça te permet de pouvoir avoir une grosse anticipation sur 5-6 ans, quoi. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que Bruges a trouvé le filon idéal. On a beaucoup parlé en bien de Bruges et c'est normal. Côté Monaco, c'est un désastre absolu. Je pense qu'on peut aller voir, j'ai regardé ça, les notes de l'équipe. La moyenne de Monaco est à 2,9. Donc, autant vous dire que ça va pas être dingue. 5 pour Philippe Cohn, du coup, comme je vous l'ai dit, avec Minamino, le seul qui s'en sort. Sinon, c'est 3 Vanderson, 2 Dyer, 2 Mawissa, 2 Caio Henrique, 3 Camara, 2 Bamba. Le petit Bamba, premier match LDC, on sait comme ça, c'est dur. 2 Akliouche, avec le penalty, tu m'étonnes. 3 Biarret, 2 Balogun, et donc 5 Minamino. Et Adi Hutter on a à une note de 3. Et sinon, même les entrants avec Kerrer 4, Koulibaly 3. Et même, Ansu Fati, c'est quand même un événement. Ansu Fati, c'est le seul petit truc qui est réjouissant, c'est premier groupe, premier match, première entrée et premier but. Lui qui n'avait pas marqué depuis 2 ans. Donc, pour le coup, lui, ça va. Tu te dis, au moins. Tu récupères peut-être un joueur qui va pouvoir t'apporter. Ce qui est bien, c'est que les prochains matchs en Ligue 1, c'est Metz et Lorient. Donc, c'est pas non plus l'adversité la plus dingue pour le lancer peut-être en championnat. Mais pour le coup, oui, sinon, à part ce que je viens de dire, Philippe Cohn qui, voilà, limite la casse comme il peut de son côté. Ansu Fati, sinon tout le reste, ouais, c'est hyper inquiétant, quoi. Et évidemment, quand on va parler de ce contexte monégasque, on est tous déçus du mercato au rabais. On est tous hyper conscients que c'est pas normal de la part de Monaco d'avoir si peu recruté, mais on sait que finalement, c'est aussi l'illustration du gros défaut des droits télé. Et là, ça y est, on commence à le sentir. Les clubs n'ont pas d'argent, surtout Monaco, je crois qu'ils dépendent à 40% de ça. Donc évidemment, ça va faire un gros manque. Mais t'as quand même vendu pour 116 millions. T'as pas vendu à Cluj, mais tu vois, t'as fait partir Ben Seguir, Singo, Magassa, Mbolo dans les derniers jours du mercato pour récupérer pas mal de sommes. T'as dépensé seulement 13 millions d'euros, dont 10 sur Stanis Idumbo, jeune espoir de Séville. Ok, il fallait prendre de l'argent pour renflouer les caisses et tout, mais me fais pas croire que tu pouvais pas quand même faire un mercato au moins à 30-35 millions d'euros quand tu es en LDC. Et oui, malheureusement, c'est Ribolovlev qui désengage justement totalement du club, qui ne met plus un rond. Là, Monaco, ils font avec les moyens du bord. Mais c'est triste, je suis triste pour les supporters de voir ça, parce que l'équipe, là, le 11, il s'est pris une gamelle à Bruges. Tu as quand même des joueurs qui sont très intéressants sur le papier, avec Akliouche, Lamine Camara. Ça te demande qu'à être accompagné. Et surtout, quand tu sais que t'as pas non plus un effectif qui est en quantité immense. À partir du moment où tu vends Magassa, que tu prends pas mieux de terrain et que Zakaria se blesse, t'es obligé de lancer le petit Bamba qui est paumé, ce genre de rendez-vous contre Bruges, même si Bruges, certains vont dire ouais, c'est pas le Barça, c'est pas le Bayern, c'est pas tout ce que tu veux, mais ça reste une bonne équipe de LDC. Et là, même un débutant d'un club de Ligue 1, il se fait avoir parce que le rythme, c'est supérieur. Donc là où j'en veux à Monaco, et je dis pas ça en mode méchamment, hein, c'est juste que pour moi, c'est pas normal d'avoir si peu recruté pour cette échéance Ligue des Champions. Et tu passes à côté de quelque chose. En Ligue 1, ils peuvent se faire accrocher, hein, comme on a vu, hein, ils ont perdu à Lille, mais ils auront quand même, tu vois, des joueurs pour s'en sortir dans ces matchs, tu vois, à leur portée. Là, pour le coup, en LDC, ce sera peut-être trop juste et ça peut être très très vite difficile pour eux, quoi. Donc, ouais, c'est dur. Je sais pas à quel point on aura ce type d'exemple dans les années à venir quand on reverra des équipes françaises en LDC, si vraiment on aura des équipes amputées à chaque fois de leurs meilleurs joueurs qui partiront et surtout d'une enveloppe mercato qui sera restreinte et tu verras très très peu de mouvements. Parce que tu vois, moi je veux bien, Fati il a marqué ce soir et tout, il va être intégré, mais au milieu de terrain, Pogba, faut déjà revoir l'entraînement collectif, hein. Il a toujours pas repris. Donc Pogba, si on le revoit peut-être fin octobre, c'est bien. Mais tu vois, ça va prendre encore du temps, quoi. Sauf que là, la LDC, elle commence maintenant. Et les matchs clés, peut-être que ça se joue là. Peut-être que les 3 points que tu as perdus à Bruges, ou même le point que tu aurais pu peut-être aller chercher en serrant les dents, tu l'auras pas. Donc un mercato qui sentait pas bon sur le papier. Et autant, tu vois, il y a des équipes, tu te dis, bon,
À Paris, t'as pas beaucoup recruté, mais bon, t'as conservé beaucoup de monde et t'as juste ouais, t'as pas besoin forcément de tout bouleverser. Là, à Monaco, t'as perdu quand même pas mal de monde, dont des titulaires type Singo. Moi, je pense quand même qu'il fallait aller chercher un petit peu plus, quoi. Après, évidemment, faut pas prendre de la quantité pour de la quantité, mais ce Monaco-là, on avait besoin, parce que bah, ce soir, encore une fois, quand t'as Zakaria qui est pas là, bah, tu sens un vrai trou au milieu de terrain. Et là, c'est pas normal, c'est pas normal. On va voir hein, pour la suite des échéances de Monaco en Ligue des Champions. Je crois que c'est City le prochain adversaire. T'as également Paphos au programme. T'as Bodo Glimt, ouais, c'est ça. Du coup, prochain match, tu reçois City, tu reçois Tottenham, tu vas à Bodo Glimt, tu vas à Paphos, tu reçois Galatasaray, tu vas au Real et tu reçois Juve. Après, tu peux toujours imaginer un monde où Monaco peut faire le job. Après, tu vois, enfin, si tu galères à Bruges chez eux, Bodo Glimt, c'est aussi une équipe qui est redoutable à la maison. Donc, tu peux imaginer sur le papier que Monaco puisse faire un 9 sur 9 contre Bodo, Paphos et Galatasaray et puis aller chercher les 1-2 points pour se qualifier. Mais quand je vois l'attitude de ce square et le manque même tout court hein, de talent, bah, au bout d'un moment, dans certains secteurs, ça va être compliqué. Et est-ce que tu es capable de faire ce 9 sur 9 et d'aller chercher des points après? Je suis pas sûr. Ça va être dur. Contre Tottenham, je les vois prendre un point. Bah, si c'est le Tottenham qu'on a vu contre Villarreal assez emprunté, oui. Mais si c'est un Tottenham qui aura quand même, tu vois, pour le coup, lui, un petit peu de profondeur de banc, ça peut vite faire mal, quoi. Mais on verra. On verra un petit peu ce qui va sortir des différentes déclarations, de ce que Hutter, de ce que Skuro vont nous annoncer. Mais le bilan, pour le coup, dès la première journée, ça te met quand même, tu vois, t'as mal au crâne. Tu es obligé d'aller prendre un Doliprane 1000, là, parce que ça s'annonce compliqué pour le reste. Et ouais, en plus, bon, comme je te dis, Akliouche, qui est ton talent supérieur, qui rate ce penalty, lui, son match, à partir de là, c'est sûr que tu mets une croix là-dessus. Biret, c'est vrai qu'il obtient ce penalty, mais sinon, au global, l'entame de saison, elle est quand même difficile. Alors, on va attendre de dire avant qu'il était en surchauffe l'an passé, que c'était 6 mois où il était très fort, mais c'est vrai qu'on attend plus de lui et dans le jeu et dans la finition. Donc, va falloir aussi se réveiller. Balogun, c'est vrai que lui aussi, il est passé à côté. Mais moi, j'aime bien, après l'idée de peut-être Hutter, d'associer deux attaquants devant. Par contre, tu vois, un mec comme Inikena, ça m'étonnerait pas de le voir titulaire contre Metz. Et s'il marque, peut-être que lui, il pourra se faire une petite place sur ce front de l'attaque où bah, tu as deux joueurs, surtout Biret, qui a vraiment du mal à enclencher. Je sais que ouais, tu as Zakaria qui est blessé pour un moment, tu as Golovin aussi qui est pas là. Ça commence à faire, tu vois, pas mal de joueurs qui manquent à l'appel. Et au bout d'un moment, ça va être difficile. Ouais, t'as quoi? T'as Radecki, Golovin, Zakaria, Salissou et bien sûr Pogba qui était blessé. Donc ça commence à faire du monde pour cette équipe. Merci beaucoup Cyrano. Bonne nuit, bonne soirée à toi l'ami. Bah Pogba, faut voir à partir du moment où il y aura le premier entraînement collectif et peut-être à partir de là, tu pourras te dire bon, d'ici 2-3 semaines, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas eu d'entraînement collectif. Mais pareil, quel Pogba tu vas récupérer? Parce que est-ce qu'un Pogba à 40% peut t'apporter? Mais est-ce que Pogba à 100%, faut l'oublier, je pense pas que tu pourras retrouver ce niveau athlétique. Mais est-ce qu'un Pogba, même à la moitié de ses capacités, il peut pas aider ce qu'on a vu au milieu de terrain? Ouais, ça j'en suis d'accord. Et oui, par exemple, Fati lui aussi, hein. Peut-être qu'on aura une bonne surprise contre Metz, qu'on aura une attaque Fati Ilikena, que Adi Hutter va tenter un petit peu de bouleverser tout ça et de changer quelque chose pour qu'on ait un Monaco un peu plus conquérant. Ouais, c'est ce soir en tout cas, tu fais grise mine. Prochain match, les amis, et ce City-Naples qui est assez éloquent. 23 tirs à 1, 26% de possession contre 74, 281 contre 805. C'est pas le genre de match qui va réconcilier Antonio Conte avec la Ligue des Champions. Bien sûr, c'est conditionné par le rouge très tôt de Di Lorenzo qui tacle en position de dernier défenseur Haaland et qui met son équipe à 10 pendant 70 minutes. Et malheureusement, Conte est sans pitié, puisque Conte a sacrifié De Bruyne, a décidé de sortir son milieu offensif. Quand tu vois la compo avec 4 milieux de terrain, Lobotka, Anguissa, McTominay, De Bruyne, Politano, Højlund, s'il y avait eu un ailier, peut-être qu'il serait dit, bon, sacrifier un ailier, mais là, De Bruyne, il voulait faire ça avec un milieu de terrain. C'est dur pour De Bruyne qui faisait son retour, qui était attendu, qui a été célébré. Et franchement, tu sors un mec comme ça, avec tout son vécu, son expérience,
niveau ego, c'est pas simple. Après, je pense que De Bruyne, voilà, il se dit, bon, bah, c'est moi, parce qu'évidemment, il fallait faire rentrer un défenseur comme Oliveira. Mais du coup, ouais, Di Lorenzo a conditionné tout ça. Un City qui s'est procuré beaucoup d'occasions, avec exactement comme tu le dis, Osef. On a parlé de Doku dans le titre, dans ce démarrage qui est pas mal entre le match de United et ce soir. Mais Foden aussi, ça compte. Foden, on rappelle, l'an dernier, ça a été très compliqué. Il a eu un tout petit rebond à l'hiver en janvier 2025, mais sinon, au global, tu passes d'un joueur qui était meilleur joueur de la saison en PL à un mec, je ne vais pas dire fantomatique, mais très en dessous de son niveau et même des attentes. Hein. Foden, c'est un joueur qui est une individualité plus. Et là, pour le coup, j'ai trouvé très très bon. J'ai vraiment adoré cette louche pour Haaland qui est très très bien sentie. Là, pour le coup, c'était vraiment un geste d'un joueur de grande classe, et Haaland qui de la tête. Alors Haaland, c'est drôle parce que l'action, t'as l'impression qu'il fait presque pas exprès, peut-être qu'il voulait plus la contrôler, et finalement ça surprend Vanja Milinkovic-Savic, qui fait lui pour le coup un très bon match parce qu'il t'en sort plusieurs, mais là il a cédé à deux reprises. Et Doku qui lui fait ce qu'on aime de Doku, du dribble, de l'audace, et même là il efface 3 gars avant de terminer l'action de manière sublime. Doku est le joueur qui me fait le plus souvent changer d'avis. Parfois, je me dis, il a une qualité de pied naze, il n'arrivera jamais. Et d'autres fois, je me dis que c'est un phénomène. Part du principe que c'est un phénomène irrégulier. Quand tu vois ce que le joueur a comme potentiel et talent, Anderlecht, Rennes, sélection belge, City, c'est qu'il y a un vrai truc à exploiter. Maintenant, tout dépend de lui, à la fois de son travail, de sa régularité au plus haut niveau, et tout dépend aussi de Guardiola City, du cadre que tu vas lui imposer. Comment est-ce que tu traites un Doku ? Est-ce que c'est un titulaire indiscutable, ou est-ce que c'est un mec qui va être un petit peu en rotation de temps en temps ? Comment est-ce que tu lui donnes finalement les clés du camion pour qu'il puisse atteindre le niveau des meilleurs ailiers au monde ? Parce que Doku, je pense qu'il peut atteindre un jour ce potentiel-là. Il n'y est pas encore, parce qu'évidemment, il faut plus de matchs référents, il faut enchaîner sur plusieurs mois, mais ce qui est sûr, c'est que sur le talent, sur les capacités innées, c'est vrai que Doku au Bayern, je pense que la Bundesliga, les 17 autres clubs, ils se mettent en grève. Mais non, franchement, Doku, je suis content pour lui parce que, je vous le disais, quand il passe de Rennes à City, certains se disaient, bon, c'est peut-être le genre de joueur qui a besoin d'une étape intermédiaire. Peut-être qu'il aurait dû l'avoir, peut-être qu'il aurait dû passer par, je leur manque pas de respect, hein, mais un Tottenham, un Dortmund, une équipe comme la Roma. Mais finalement, City, il se retrouve entouré de la crème, et même si lui, il n'a pas encore tout le logiciel, si tu réussis encore une fois à le mettre dans le bon environnement, il peut te faire gagner des matchs et il peut te faire gagner des titres. Maintenant, il reste le plus dur, confirmer sur la durée. Et on espère pour lui que ça va le faire. Mais oui, en termes d'ailier déstabilisant, quand il a envie de te faire mal, quand il a envie vraiment de mettre par terre son vis-à-vis, quand il a envie de prendre les choses à son compte, Doku, c'est fantastique. Franchement, on l'a vu en Ligue 1, un petit peu pareil, hein, intermittent du spectacle. Par contre, quand il avait vraiment, c'était le feu vert, là, il laissait pas passer sa chance. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il se blesse plus trop. C'est vrai que c'était un joueur qui avait tendance à manquer, tu vois, des petites semaines par-ci par-là. Et là, je trouve quand même un peu plus de solidité. Ouais, non, Haaland, pareil. Haaland, on le redit, hein, mais 49 matchs, 50 buts inscrits. C'est le joueur qui a mis le moins de temps possible pour atteindre ce cap des 50 buts. Je crois que le deuxième, c'est Van Nistelrooy avec 62 matchs. Mbappé à 77, 79, quelque chose. Donc encore une fois, Haaland, hein, qui est quand même dans une très belle forme cette saison. Ça tombe bien. Il y a un très beau test, je trouve, pour et City, et Haaland, et Doku, et tout ce beau monde. C'est qu'il y a un Arsenal Manchester City. Il y a Arsenal qui arrive ce week-end en PL. Arsenal qui n'a encaissé qu'un seul but, toute compétition confondue. C'était le coup franc de Szoboszlai. Et quand tu vois le niveau de Gabriel, de Calafiori, de Timber et de Mosquera qui sort du lot, et même derrière, t'as Saliba qui est blessé, t'as Hincapié, tout ça. Voir Haaland et ce City contre la défense d'Arsenal, j'ai vraiment bien hâte parce que ça peut faire des étincelles. Et non, Kuzanov, c'est bien pour lui parce que Kuzanov, on disait, bon, ils l'ont pris, ils le mettent un petit peu de côté et finalement, il a quand même son temps de jeu avec City. Là, pour le coup, il était dans un rôle un petit peu de latéral, donc pas forcément là où il a été formé. Mais franchement, pour le coup, je trouve que ça bien de la part de Pep de lui redonner un petit peu d'élan. Ouais, tu vois, il n'a pas joué le premier match, sinon contre Brighton, contre United, c'était titulaire. Et il était, c'est ça, latéral contre United. Donc pour le coup, peut-être que Pep, on sait qu'il y a des soucis de latéraux droits
à City avec notamment Rico Lewis qui convainc pas forcément ou Mateusz Nunes qui a été replacé là. Peut-être que Kuzanov, même si c'est pas son poste naturel, surtout avec ses qualités défensives, c'est là où il peut s'imposer quoi. La saison de Haaland avec la Norvège peut être peut-être enfin une grande compétition. Bah, on sait que il y a un rendez-vous clé pour la Norvège, c'est en novembre contre l'Italie. S'ils gagnent tous leurs matchs d'ici là, ils sont à coup sûr qualifiés pour la Coupe du Monde, donc on pourrait retrouver enfin Haaland dans une compète plus, et surtout cette équipe norvégienne qu'on n'a pas eu depuis l'Euro 2000, donc ça ferait bien plaisir, mais c'est vrai que Haaland il est dans une très très belle forme, et ça va être très sympa ce week-end. En plus, on a aussi un United Chelsea, donc on va avoir de beaux chocs en PL, comme on aime. Sinon, ouais, forcément, en fait, c'est rageant ce type de match, parce que c'était quand même une très belle affiche sur le papier, et tu restes sur ta faim, parce que bah, très très vite réduit à 10. Et bah, t'as une équipe qui a beaucoup souffert, que t'as pas pu voir un McTominay pleinement s'exprimer, que pour Højlund ça a été difficile en termes de ballon, que voilà, tu t'es contenté un peu d'une attaque-défense, mais je pense quand même que City est supérieur quoi qu'il arrive à Naples, et que Naples reste un outsider intéressant. Fais voir juste le calendrier du Napoli pour la suite de cette campagne de LDC. Je crois qu'ils ont un match contre Benfica. C'est ça. Alors, ils reçoivent le Sporting, ils vont au PSV, ils reçoivent Francfort, ils reçoivent Karabakh, ils vont à Benfica, ils vont à Copenhague, ils reçoivent Chelsea. Bon, ça pour le coup, Naples, ça, on le disait même hier, hein, ça peut faire top 8 parce que tu as quand même beaucoup de matchs à leur portée. Alors évidemment, match contre Chelsea, pas simple. Francfort, ça peut être délicat. On sait jamais. Copenhague, on a vu que Leverkusen n'a pas gagné. T'as le Benfica qui a changé d'entraîneur quand même. Avec ce bon vieux José Mourinho qui revient au Portugal 20 ans après avoir quitté Porto. Et Benfica, pour le coup, qui va enchaîner avec le mou, un calendrier difficile au possible, mais il aime bien ce genre de challenge, de special. Mais quand même, je vous redis le calendrier de Benfica. Du coup, Benfica a perdu contre Karabakh son premier match à la maison, qui était le plus facile sur le papier. Ils se déplacent à Chelsea, ils vont à Newcastle, ils reçoivent Leverkusen, ils vont à l'Ajax, ils reçoivent Naples, ils vont à la Juve, ils reçoivent le Real. Ah bah, bon courage au mou pour s'en sortir. Ça sent le bon gros traquenard. Ça va être quand même assez épique pour eux. Autre match de ce soir, c'est le leader, je crois. C'est le leader qu'on n'a pas encore évoqué de cette première journée de phase de groupe. C'est l'Eintracht Francfort qui en a mis 5 à Galatasaray en étant mené, c'est ça. Bon, comme ils ont marqué un but de plus que Paris, c'est pour ça qu'ils sont devant. Mais évidemment, c'est une égalité et puis c'est que la première journée. Mais Francfort qui envoie un petit message, mine de rien, qui se régale. Encore une fois, je suis content parce que c'est une équipe qu'on voulait suivre, on voulait voir, parce que je trouve que le 11 est très intéressant, notamment au milieu de terrain en attaque, avec Chaibi Larsson dans le double pivot, Ritsu Doan, Uzun, Ansnarknov et Jonathan Burkhardt. Franchement, c'est pas mal. Tu rajoutes à ça du banc qui est quand même très sympa, avec Shkiri, avec Wai, avec Baoya, avec Michy Batshuayi, avec Højlund, le petit frère. T'as aussi du Timothy Chandler, du Mahmoud Daoud, du Orio Bouta. Et en vrai de vrai, le match que Galatasaray a fait défensivement, avec un petit... Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Le double CSC de ta défense centrale avec Singo, voilà. T'as quitté Monaco, la soirée de Monaco et des anciens monégasques, aïe aïe aïe. Et Davinson Sanchez également, qui prend un CSC sur l'action de Ritsu Doan, qui joue plutôt bien le coup, qui réussit à chipper un ballon. Et beaucoup de naïveté finalement de la part de la défense de Galatasaray, qui a concédé des buts vraiment difficiles sur coup de pied arrêté, sur des relances courtes. Enfin vraiment, ils se sont fait peur tout seuls. Et ça n'a pas pardonné contre un Francfort qui avait envie de faire mal. Et pourtant, ils ont été hyper efficaces. Alors, tu as 2 buts contre son camp, mais tu marques quand même 3 buts, 5 buts sur 5 tirs cadrés, avec 2 CSC du coup. Galatasaray a plus tiré, Galatasaray a eu plus la possession, a fait plus de passes, mais Francfort a vraiment su les piquer en contre, et surtout dans cet aspect un peu malin. C'est vrai qu'il y a une autre équipe qui avait fait un double CSC à Francfort il y a quelques années. Alors c'est l'OM. Je sais que parmi les CSC il y avait Luis Gustavo. Je me demande qui est l'autre. Est-ce que c'est Rolando peut-être? Ça m'intéresse, je pense que tu vas la voir, la stat. Mais en tout cas Francfort en équipe un peu Bounassar. Bah voilà, merci beaucoup Karim pour l'info. Francfort, très belle équipe en Bundes.
une équipe qui retrouve la LDC. La dernière fois, c'était la saison 2022-2023 avec Kolo Muani. Vous avez fait aussi des belles petites choses. Ils avaient été tapés, ils avaient été battus en huitième de finale par Naples. Mais ça reste quand même intéressant de voir que ils ont bien recruté, moi je trouve. Hein. C'est ça qui me plaît avec eux. C'est Burkhardt devant, qui était un très bon attaquant en Mayence. Ritsudoan, super ailier à Fribourg. Ils ont, tu vois, encore des jeunes à développer, type Baoya, qui était seulement remplaçant soir. Et quand tu vois le boulot qui a été fait sans lui, Francfort, ça annonce vraiment du tout bon. Donc la seule limite pour moi à Francfort, c'est quand même qu'ils ont un gros calendrier en LDC qui va arriver petit à petit. Vraiment, Francfort, eux, ils sont tombés du mauvais côté. On a vu qu'ils avaient déjà un match contre le Barça. Francfort va à l'Atlético, reçoit Liverpool, va à Naples, reçoit l'Atalanta, va à Barcelone, va à Karabakh et reçoit Tottenham. Après, vu le match qu'ils ont fait ce soir et vu le niveau de certains, type Atalanta, tu vois, je suis pas inquiet pour eux. Il y aura la place dans les 24, je pense que je la prends à personne. Par contre, ça peut vraiment embêter beaucoup de monde, quoi. Franchement, cette équipe, elle a énormément de qualité, elle a de la jeunesse, elle a de l'envie, elle a un petit peu de profondeur de banc. Ça mérite vraiment de les surveiller, de les mettre dans un coin du carnet. En termes d'outsider, je pense que cet Eintracht-là, qui est une équipe qu'on a souvent vu briller en Europa, d'ailleurs il avait remporté il y a quelques années à Séville contre les Rangers. Ils ont eu aussi une très belle épopée quand ils avaient Kostic, Haller, Jovic, tout ça. Mais Francfort, c'est une équipe qui a un très bon modèle en Bundes. Et s'ils peuvent enfin le montrer un peu plus en LDC, embêter du monde, parce que c'est vrai que tu vois, l'an dernier, on a eu Stuttgart, qui est pareil, une équipe qui travaille bien, mais qui s'était un petit peu ramassée en phase de ligue. Là, Francfort, tu vois, je trouve qu'ils arrivent avec d'autres armes. Alors, seul souci, c'est que ils ont perdu contre Leverkusen ce week-end leur premier match, mais sinon, tu vois, c'était quand même à 2 victoires sur 6, et c'est quand même une équipe 2 victoires sur 3, pardon. Et on va voir un petit peu le calendrier qui va les attendre aussi en Bundes. Ils reçoivent l'Union Berlin, ils vont à Gladbach, ils vont à Atlético, ils reçoivent le Bayern avant la trêve. Franchement, ce Francfort-Bayern, branchez-vous là-dessus, ça va être un match intéressant. Par contre, deuxième tour de Coupe d'Allemagne, il y a un Eintracht Dortmund. Là, il y a eu du très très lourd au tirage au sort. Ça, c'est quand même quelque chose. Et franchement, non, l'équipe, elle donne envie de voir par la suite, parce que ouais, la moyenne d'âge, encore une fois, hein, Dohan, je pense, ça va être le plus jeune de ces 6 joueurs milieu de plus attaque. Et ouais, Uzun, qui est lui aussi un Can Uzun, encore un gros talent. Medine Turkiye, entre Yildiz, entre Güler, entre Artukoglu, ça commence à en faire même. Kadioglu, qu'on avait adoré découvrir lors de l'Euro, ça commence à faire du beau petit monde côté turc en termes de jeunesse pour l'avenir, c'est vrai. Et tu vois, il est à 3 buts, 2 passes D en 220 minutes de Bundes. Il a un but en plus ce soir, donc il est vraiment sur des standards très très hauts. 19 ans, milieu offensif, 1m86. Il va falloir qu'on surveille ça de très très près, les amis, ça. Ouais, Francfort, qui est souvent la bête noire du Bayern. C'est vrai que Francfort, il y a un historique. Autant Bayern-Hambourg, vous connaissez le passif, c'est jamais glorieux pour le HSV. Autant Francfort, j'ai souvenir de certains matchs avec Marmouche notamment, certaines perfs où ça a pu tourner, très très mal tourner pour le Bayern. Et puis côté Galatasaray, malheureusement, ce qu'on pouvait craindre un petit peu de la défense s'est révélé juste, à savoir que ça va peut-être être un peu trop léger pour voyager, sans aussi Osimhen malheureusement blessé. J'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur le Roi Sané. Et là, pour le coup, c'est des fois le défaut des mercato turcs, c'est recruter sur des beaux noms et pas forcément sur la réussite ou les performances récentes. Parce que c'est vrai que tu vois le Roi Sané, Gundogan, Lucas Torreira, t'es peut-être injouable sur FIFA 18, sauf qu'on est en 2025 et que c'est EA FC 26 qui va sortir. Donc là, pour le coup, même Davinson Sanchez, à l'époque Ajax Tottenham, il avait une super réputation. Mais là, le Roi Sané, avec tout ce que tu lui as donné, attention. Mais j'enterre pas Galatasaray parce que Osimhen, il y a une équipe avec et sans lui. Après, est-ce que Osimhen, qui est pas défenseur, pourra combler ce que tu vois derrière comme inquiétude massive? Je suis pas sûr. Mais il va falloir que Galatasaray, évidemment, se mette à ce niveau de la compétition, parce que on sait qu'ils ont fait un beau mercato, on sait qu'ils ont énormément d'ambition, mais quand tu passes à côté comme ça, évidemment, ça fait tâche, et surtout, tu te dis attention pour la suite. Galatasaray, ça dit quoi? Galatasaray reçoit Liverpool, reçoit Bodo Glimt, va à l'Ajax, reçoit l'USG, va à Monaco, reçoit l'Atlético, va à City.
Je les enterre pas forcément parce qu'ils ont des affiches à leur portée, mais va falloir quand même être beaucoup plus sérieux. Et défensivement, il y a des équipes où, ouais, quand tu vois comment Francfort s'est baladé, il y en a d'autres où ça peut être aussi une longue traversée du désert. Allez, encore 2 petits matchs à voir, les amis. Ce Sporting Kairat avec le Kairat qui a cru vivre une très belle soirée avec notamment un arrêt du gardien, Sherkan Kalmourza, 18 ans, génération 2007 encore. Il y a toujours des 2007 qu'on découvre. Et lui, il a vraiment un visage d'un gars qui a 15 ans. Donc vraiment, je me suis dit, c'est qui ce môme que le Kairat Almaty envoie au charbon sur un penalty. Et Yulmand l'a très très mal tiré. Quelqu'un demandait dans le chat tout à l'heure, c'est qui le pire penalty entre Akliouche, Barcola et lui. Moi, je le mets à Yulmand parce qu'il le tire plein axe. Il fait presque une gestuelle de Panenka sans la piquer. Donc vraiment, tout est raté, catastrophique. Et pour le coup, le jeune gardien... voilà, il s'est rassuré. Mais sinon, évidemment, ça a été dur pour cette équipe d'Almaty face à un Sporting champion, un Sporting qui a quand même une certaine expérience de ce type de rendez-vous, avec Trincao qui a mis 2 buts incroyables, vraiment 2 buts, dont le deuxième qui est très très fort. Franchement, je vous invite à aller voir le replay. Ça, c'est Trincao, c'est celui qu'on nous avait vendu au Barça il y a 5-6 ans, qui nous régale enfin. T'as Giovanni Kenda aussi, qui est buteur et passeur, on le sait également. Je crois que vous le savez désormais, il est de quelle génération? Bim, encore en 2007. Ah, décidément, il y en a de partout. Donc, ils ont bien maîtrisé. Satpaev, la petite pépite, c'est pas bien en évidence, mais on retiendra quand même le très beau but d'Edmilson sur un centre et une reprise instantanée qui offre au Kairat. Ils repartent pas les mains vides, ils ont sauvé l'honneur. Et un premier but en LDC, ça compte également. Par contre, je suis content parce qu'il y a un des joueurs à suivre qui se trouve dans cette équipe du Sporting. C'est Georgi Kochorashvili. Son nom vous dit peut-être quelque chose. C'est géorgien. Ça vient de l'Euro 2024. C'est un des joueurs qu'on avait adoré découvrir avec cette équipe géorgienne où évidemment tu avais les visages de Gvara, de Mikotadze, de Davitashvili ou de Mamadashvili. Mais lui, pour le coup, c'était un joueur vraiment, tu as l'aspect découverte. Genre, d'où il vient ce gars? Et bien, il vient de Levante en 2e division espagnole. Il n'y a que le Sporting qui a été capable de le prendre. Et tu vois un Kochorashvili qui est un joueur très intéressant de sélection au milieu de terrain. S'il avait pu être à Bruges ce soir à 18h45 côté Monaco, il aurait pas fait tâche. Et je crois que Kochorashvili, c'est pas non plus un prix qui est démentiel. Combien ça a coûté Kochorashvili? Kochorashvili, ça a coûté 5,5 millions d'euros. Voilà, il suffisait de mettre 15% du transfert de Singo et t'avais un milieu de terrain intéressant, fiable pour voyager. Et tant mieux pour le Sporting qui fait partie un petit peu comme Bruges, d'une équipe qui recrute toujours très très bien. Yulman, même s'il rate un penalty, c'est un très très bon milieu de terrain au Portugal. Il y a Hugo Quérez, là ils sont allés chercher Luis Suarez. Il y a Zeno de Bast que j'aime beaucoup en défense et des fois qui joue en sentinelle. Mais tu vois, un Kochorashvili à Monaco, il n'aurait pas fait tâche. Donc voilà, le Sporting qui fait une vraie belle performance avec ce succès 4-1 et qui se met, même si ça a mis du temps à se décanter contre le Kairat, tu savais qu'évidemment, même si Almaty c'est une belle histoire, ça reste très déséquilibré parce que Almaty, ils ont passé 4 tours préliminaires, non, pour aller en LDC. Almaty, du coup, ils ont passé un tour de qualification contre l'Olympia Ljubljana, contre Kups. Kups, ça c'est finlandais de mémoire. Jaakko Osksanen, ça c'est totalement finlandais. Ensuite, ils ont également... Alors là, pourquoi ils m'ont envoyé sur des matchs de 2023? Pourquoi pas? Ils ont battu le Slovan Bratislava au tir au but et après ils ont fait le Celtic. Donc ils ont passé 4 tours. Quand tu réussis à passer 4 tours, que tu viens du premier tour, c'est que vraiment t'es une équipe, tu vois, c'est la découverte, t'as pas grand chose à perdre. Et pour le Kairat, évidemment, t'as la réception très prestigieuse du Real qui va arriver dans 2 semaines. Et ensuite, tu vas faire Inter, Copenhague, Olympiakos, Bruges et Arsenal. Bon, après, il faut voir ce que ça peut donner pour eux. Ça va être une belle aventure. Et le Kairat Paphos, il est là. Le Kairat Paphos, 21 octobre, 18h45. J'espère que vous serez tous présents pour admirer ce chef-d'œuvre footballistique. Et enfin, un petit mot sur le Copenhague Leverkusen. Très intéressant, Copenhague.
autant je me disais Leverkusen avec son changement d'entraîneur et sa victoire contre Francfort, ça allait maîtriser cette entrée en lice. Et bien que nenni, parce que Copenhague a fait un très beau match, à l'image des 2 buts que j'ai adorés, avec 2 centres bien exécutés, pour Larsson le premier, puis pour Robert le deuxième. Et vraiment, je me suis dit, Copenhague, et d'ailleurs Grimaldo, Grimaldo il a le pied gauche en feu en ce moment. Grimaldo, il t'a mis 3 coups francs en 5 jours, dont celui-ci qui est très très bien exécuté, le pied gauche. En plus, la frappe, elle est flottante, elle est hyper difficile pour le gardien à lire et à arrêter. Donc vraiment, Grimaldo, on peut peut-être le mettre meilleur tireur de coups francs actuellement de la planète. Je pense que c'est pas abusé de le dire, vu la réussite, la forme qu'il a dans cet exercice. Et pourtant, tu vois, les Leverkusen, sur le papier, je trouvais que l'équipe, elle avait de l'allure. Quand tu vois Flecken au cage, Kwanza, Badé, Tapsoba, une ligne de 4. Bon, Lucas Vazquez, je suis pas fan. À la place de Frimpong, ça fait tâche quand même. Andrich, Eski Fernandez, en double pivot, Grimaldo à gauche, et un trio composé de Patrick Schick, Ben Seguir et Tillman. Ouais, ça n'a pas suffi. Après, bon, tu vois, tu as des joueurs intéressants qui sont rentrés. Claudio Echeverri, Enes Poku, Alex Garcia, Ibrahim Maza, Christian Kofané. Tu as Axel Tape qui est resté sur le banc. Mais là, pour le coup, quand tu as un Grimaldo qui est très très fort et que tu as un Lucas Vazquez que je sens pas, tu vois, je suis sur ma réserve pour la suite de l'aventure des Leverkusen. Je pense qu'ils seront dans les 24. Mais pour avoir de meilleures ambitions, il faudra quand même montrer bien plus. Parce que là, après Copenhague, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont réussir à leur faire la misère là-bas, parce que vraiment dans leur stade, ils sont solides. Et franchement, j'étais assez impressionné par leur match, leur intensité. Et en vrai de vrai, comme je vous le dis, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont réussir à leur poser des soucis. Évidemment, Moukoko devant, qui passe de la 4e, 5e position dans la hiérarchie des attaquants à Nice à titulaire en LDC. C'est pas mal, des fois il y a des trajectoires express, comme on a vu pour Diacon, qui passe de Reims relégué en Ligue 2 à buteur en LDC. Ça, évidemment, c'est pas mal pour ce type de joueur. Du coup, on a terminé avec tout ce qu'on avait à dire, je pense, sur cette première journée de LDC. On va voir, évidemment, la prochaine journée, ce qui va se passer avec mardi 18h45, le Kairat Real. Ça va être pépite. L'Atalanta Club Bruges. Intéressant de voir comment Bruges va pouvoir enchaîner contre une Atalanta déjà dos au mur. Ensuite, on aura du coup le mardi soir Marseille-Ajax, Inter-Slavia Prague, Chelsea-Benfica, Galatasaray, Liverpool, le Pafos Bayern, Bodo Glimt, Tottenham et Atlético Francfort. Il n'y a pas d'affiche majeure, mais on a des choses intéressantes quand même, avec évidemment le match de l'OM. Et tu as Liverpool, tu as l'Atlético, tu as Bayern, tu as Chelsea en lice ou encore Tottenham. Ensuite, 18h45 le mercredi, on a Karabakh Copenhague et on a Union Saint-Gilloise Newcastle. Pas mal du tout. Franchement, ça va être intéressant de voir comment ça va se débrouiller pour l'USG. Pareil, le match d'après, il faut confirmer. Ensuite, le mercredi soir, on a Monaco City, Dortmund Bilbao, Naples Sporting, Villarreal Juve, Arsenal Olympiakos, Leverkusen PSV et ce fameux Barça PSG qu'on attend tous, qui va être assez incroyable. On a des belles affiches, on a surtout un choc majeur le mercredi soir pour clôturer tout ça. Donc je pense qu'on va être bien gâtés. Ouais, en plus l'Atalanta qui doit prendre sa revanche contre Bruges, exactement. C'est vrai que pour eux, l'an dernier, c'était très très mal passé en barrage. Donc voir ce qui va se passer. Ouais, non, franchement, elle va être sympathique cette deuxième journée et voir un petit peu, forcément, Marseille qui affronte un Ajax qui a aussi perdu. Et ça, c'est un adversaire à sa portée pour aller chercher les points qu'il faut. Ça va être essentiel pour eux de battre. Et puis Monaco contre City, ça fait un peu peur. On sait que la dernière confrontation entre les deux équipes, ça avait été un très beau souvenir avec la victoire 3-1 et le but de Tiémoué Bakayoko qui les avait qualifiés. Mais on n'est plus en 2017 malheureusement et beaucoup de choses ont changé et c'est plus le 4-4-2 de Tonton Jardim. Là, c'est un autre 4-4-2, mais il manque beaucoup de joueurs malheureusement pour concurrencer tout ça. Les amis, je vais vous laisser sur ce. C'était un plaisir d'enchaîner ce troisième et dernier débrief de cette première journée de Ligue des Champions. Encore une fois, beaucoup de choses à dire. Nous, on se retrouve pour la Ligue 1, le débrief tranquille dimanche soir. On aura évidemment un Marseille-PSG qui va bien nous occuper. On a aussi un Lens-Lille. On a un Entraîne. Et également, tu vois, on a un Paris FC Strasbourg qui va être pas mal du tout. Donc, encore une fois, notre feuilleton préféré revient dimanche soir. Merci à vous de m'avoir suivi en ce jeudi soir. Merci à tous ceux qui ont suivi la chaîne. N'hésitez pas encore une fois à aller voir les contenus en replay sur YouTube, en podcast, à mettre les étoiles, les likes qu'il faut pour m'aider à grandir et continuer à développer la chaîne. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces 3 matchs de Ligue des Champions, ces débriefs. C'était bien, c'était concis, c'est tout ce qu'on apprécie. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit.
un bon week-end footballistique qui va s'ouvrir. En plus, on l'a dit, hein, il y a aussi des gros chocs en PL. Donc ça va être très sympa à tous les étages. Salut les amis!